Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Merci d'être avec nous, 10h30, midi et demi, des invités, des faits. Vous le savez avant l'opinion. Des faits, j'ai des questions à poser à notre prochain invité, Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et vice-président du parti Horizon. Nous allons parler immigration, nous allons parler d'Édouard Philippe, mais nous allons parler immigration, projet de loi asile et immigration. Est-il suffisant aux yeux de Christian Estrosi? Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il faut composer une majorité Renaissance LR? Est-ce que la majorité et les LR doivent gouverner, travailler ensemble? Nous allons parler de cela. Et nous allons entrer dans les problèmes d'immigration et entrer dans les problèmes de trafic de stupéfiants, puisque, évidemment, comme maire de Nice, Christian Estrosi est confronté, comme beaucoup d'autres maires. Allez, il est 12h06. Si vous voulez poser des questions, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h10, nous recevons Christian Estrosi, j'en suis très heureux, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et vice-président du parti Horizon. Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous savez que l'émission s'appelle Parlons Vrai, vous me connaissez, j'ai des questions précises. La première est très simple. On va parler d'immigration, c'est l'un des sujets majeurs. Pas le seul, mais l'un des sujets majeurs de cette époque, de notre époque, de ce printemps. Alors, le ministre de l'Intérieur a présenté en mars un projet de loi asile et immigration. Est-ce qu'il est, vous le soutenez, ce projet, j'imagine, mais est-il suffisant à vos yeux? Bon, d'abord, le gouvernement décide, oui. Je ne sais pas si c'était la priorité, oui. On est en pleine crise économique, oui. L'inflation, les taux d'intérêt, les coûts des matières premières. Vous pensez qu'on est en crise économique? Je pense quand même. Oui. Que le fait que nous ayons des taux d'intérêt extrêmement élevés, je vois quand même la situation du pouvoir d'achat des Français et surtout des classes moyennes inférieures et des petits revenus. Crise économique pour ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Dans un supermarché, comme il m'arrive d'y aller pour écouter mes concitoyens quand ils remplissent leur caddie, je vois des gens qui souffrent quand même. Bon, voilà, et c'est une réalité sur les produits de première consommation, etc. Je vois, vous savez, quand on doit absolument restreindre ses dépenses, la seule variable d'ajustement qui vous reste, c'est la nourriture. C'est terrible, mais c'est comme ça. Quand on a payé le loyer, quand on a payé les études des enfants, quand on a payé la traite de la voiture, quand on a payé le plein d'essence, il vous reste quoi comme variable d'ajustement? Réduire la consommation en nourriture. Et je vous le dis, nous sommes dans une période où je vois des situations difficiles, tant et si bien que je suis en train d'organiser à Nice le même service que celui que je propose pour les cantines scolaires, pour mes seniors en situation d'isolement et de faible revenu, c'est-à-dire que comme le mercredi nous ne servons pas dans les écoles, le samedi nous ne servons pas dans les écoles, j'ai une centrale de restauration scolaire que je gère en régie directe, je suis le chef cuistot, etc. 28 000 repas. Eh bien, nous proposons pour des gens qui n'ont même plus les moyens d'avoir un lien social, de sortir, d'aller à une table de restaurant, une table nappée, pour le coût de ce qu'on sert à des élèves avec une entrée, un plat, un dessert de grande qualité, avec des circuits courts, des produits locaux, avec des oligo-éléments, des vitamines, etc. Combien de personnes âgées et démunies ? Nous avons près de 30 000 personnes recensées au Centre communal d'action sociale. Voilà, je le cite en exemple, puisque quand on parle de priorité du moment... Voilà, c'est la priorité. C'est pour moi la priorité. Bon, deuxième priorité, donc, à part, j'oublie la guerre en Ukraine. Il y a un débat qui est ouvert par le gouvernement sur l'immigration, puisqu'il a choisi d'ouvrir ce débat, et il n'a pas tort, c'est pas un débat qui est nouveau. Non. Et lorsque l'on sait que sur les 20 dernières années,
sur 9% de progression de notre démocratie dans cette augmentation de la démocratie, de la démographie. Oui. Je m'excuse. 9% de progression de la démographie sur les 20 dernières années en France. 53% viennent de l'immigration. Donc forcément, il y a aussi un enjeu démographique qui n'est pas neutre, et c'est un sujet qu'il faut savoir regarder avec beaucoup de lucidité. Voilà pourquoi le débat sur l'immigration, pour moi, mérite mieux que des postures. Bon, mieux que des postures. Donc, on va être dans le concret. Est-ce que ce que vous avez lu, parce qu'il n'est pas définitif, mais du projet de loi du gouvernement, asile et immigration, vous paraît suffisant? Les mesures vous paraissent-elles suffisantes? Mais vous savez, soit on estime qu'elles sont insuffisantes et on polémique sur leur insuffisance, soit on dit j'invite le gouvernement à ce qu'on regarde s'il y a des choses qui peuvent être proposables par les uns et les autres. Il y a une majorité relative, tout ce qui peut être fait pour qu'à un moment il y ait une majorité absolue qui fasse adopter des mesures qui nous permettent de répondre à de vrais problèmes. Il faut être lucide, il y en a, et on va en parler. C'est une bonne chose. Ceci étant, je dis au gouvernement, il y a de très bonnes choses dans le texte Darmanin. Je pense à tout l'aspect des devoirs des étrangers, à la simplification et à l'accélération des procédures, à l'éloignement des étrangers délinquants. C'est un tronc commun qu'on ne peut pas contester quand même. Et s'il n'y a pas d'accord sur d'autres mesures qui sont proposés, moi je dis au gouvernement, ne perdez pas de temps, faites discuter ce texte, vous avez une majorité relative, ceux qui le rejetteront, qu'ils viennent de droite ou de gauche, porteront la responsabilité que ces mesures-là ne soient vous pas demandez adoptées. au gouvernement aujourd'hui d'accélérer et de porter ce texte à l'Assemblée nationale. On a traîné en longueur le débat sur les retraites. Est-ce qu'on va traîner en longueur sur ce débat alors qu'il faut parler de souveraineté, alors qu'il faut parler de réindustrialisation, alors qu'il faut parler de pouvoir d'achat? Donc je dis, on nous dit maintenant l'automne. Bon, naturellement, donnons-nous quelques semaines de discussion avec des propositions qui peuvent venir des LR, avec Édouard Philippe, dont je suis le vice-président, nous en faisons un certain nombre, et aussi avec un groupe de maires que j'anime, nous en faisons pour démontrer que ça n'est pas qu'une affaire régalienne, c'est une affaire qui peut parfaitement se partager entre l'État et les collectivités territoriales. Donc vous demandez au gouvernement d'accélérer dans la mise au débat de ce projet de loi asile et immigration. Édouard Philippe dénonce les non-dits. Alors je vais prendre quelques exemples. Ça va être très très clair. Restreindre le droit d'asile, oui ou non? Mais bien sûr qu'il faut le restreindre. Aujourd'hui, le droit d'asile est accordé très largement à des gens dont il n'est pas démontré qu'ils sont victimes à la fois de torture, de dictature, alors comment le restreindre? De conditions qui aillent radicalement à l'encontre des droits de l'homme. Mais d'un autre côté, nous ne devons pas remettre en cause le principe fondamental du droit d'asile lui-même, parce que nous sommes le pays des droits de l'homme aussi, et à cet égard. Mais comment le restreindre? Avoir d'abord une capacité de contrôle. Nous voyons que... Examen des demandes d'asile dans les consulats français ou ambassades à l'étranger, c'est ce que dit le Rassemblement national. Non, oui, mais ça, c'est pas ce que dit Édouard Philippe du tout. Non, je sais. Parce que moi, je vous pose une question. Mais naturellement, dans ce débat que j'apprécie toujours avec vous, cher Jean-Jacques Bourdin, on peut pas verser des larmes de crocodile sur les femmes afghanes qui sont aujourd'hui victimes des pires des atrocités, vous le savez, et en même temps leur dire, bon, écoutez, si vous n'allez pas faire la queue devant un consulat ou une ambassade en Afghanistan, où vous remplirez des papiers, puis vous retournerez chez vous, puis dans 15 jours vous reviendrez, on vous dira si vous pouvez être admise ou pas, vous imaginez bien la suite. Donc on voit bien que ce débat est totalement
irréaliste de la part de tous ceux qui le proposent. Bon, par contre, se présenter à nos frontières en apportant la démonstration qu'on vient d'un pays, d'une zone où on a été une véritable victime de discrimination, de génocide et des horreurs que malheureusement nous voyons un peu partout sur la planète, ça mérite effectivement qu'on puisse vraiment passer au tri les choses. Et en même temps, je le dis très clairement, il faut apporter la part d'humanité. Moi, je pense surtout au visa. Oui. Où je trouve qu'il y a des abus sur des visas où nous manquons de contrôle après les avoir accordés. Vous me conduisez à l'une des propositions d'Édouard Philippe qui dit qu'il faut remettre en cause l'accord conclu en 1968 avec l'Algérie. Et je le rappelle, qui donne aux citoyens algériens un statut dérogatoire aux règles d'admission dans notre pays. Hein. C'est-à-dire que les Algériens sont des privilégiés, quoi. Disons clairement les choses. Est-ce qu'il faut remettre en cause ce statut absolument? Mais nous avons passé des accords il y a plus de 50 ans maintenant. Oui. Bon. Nous en avions passé, je vous le rappelle aussi, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, et puis on y a mis un terme à un moment, et en parfait accord avec ces pays, et sans aucun problème, avec lesquels nous entretenons d'ailleurs de très bonnes relations. Quand on voit que chaque fois que nous identifions un ressortissant algérien délinquant, qu'on veut le renvoyer dans son pays, ou quand on voit qu'on délivre une obligation de quitter le territoire français et de le renvoyer dans son pays, et que les Algériens, le gouvernement algérien ne veut pas refuse de respecter ces accords de 68, ça mérite une remise en cause et une remise à plat de tout ça. Bon, j'ai deux questions précises. L'AME, faut-il durcir les conditions d'accès à l'AME? C'est ce que demandent les LR, les Républicains. Oui, c'est un débat qui mérite d'être ouvert, qui s'est d'ailleurs passé... Vous pensez qu'il faut l'ouvrir? Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin? Je suis d'accord sur le fait qu'il faille ouvrir naturellement. Vous avez quelqu'un qui est victime du pire des accidents. Jamais un hôpital français ne refusera de le prendre en charge et de le soigner. Mais quelqu'un qui délibérément choisit la France pour participer à des prises en charge extrêmement coûteuses et qui nous amène à avoir des factures qui dépassent 1,2 milliard d'euros par an avec l'aide médicale d'État. Eh bien, je dis qu'il faut reconsidérer les conditions d'attribution de l'aide médicale d'État. Et d'ailleurs, reconsidérer les conditions d'attribution. Et d'ailleurs, je trouve que nous sommes confrontés à plusieurs situations, que ce soit l'aide médicale d'État, que ce soit aussi les accords de Dublin, je vous rappelle, de 1990, dont on dit qu'on les remettra en cause dans 2 ans. Vous imaginez l'Italie sur les accords de Dublin, qui, je le rappelle, précise que c'est le pays qui se voit des étrangers en situation irrégulière franchir ses frontières, qui doit en faire son affaire. On ne va pas attendre 2 ans, là où les Italiens risquent d'avoir un afflux d'ici la fin de l'année de 200 000 étrangers qui débarquent à Rome. Puisque vous parlez des Italiens... Donc ça doit se traiter de manière européenne. Et européenne. Alors justement, il y a un accord dont personne n'a parlé, c'est dommage, c'est l'accord passé avec la Tunisie, parce qu'on est en train, l'Union européenne, c'est Ursula von der Leyen, avec Giorgia Meloni et Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, qui ont passé cet accord. C'est très intéressant pour faire de la Tunisie contre de l'argent européen, une sorte de hub, une sorte d'endroit où on bloque les réfugiés aux frontières de l'Europe, puisque la Tunisie, c'est les frontières de l'Europe. Mais la Tunisie est un pays ami, comme bien d'autres d'ailleurs sur le sud de la Méditerranée. Est-ce qu'il faut faire comme en Tunisie, comme on fait avec la Turquie ?
Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut apporter une aide au développement, à la croissance. La Tunisie est en difficulté. Oui. Bon, elle a un niveau d'inflation épouvantable, le tourisme a chuté, et donc une économie qui est en grande difficulté. Et en même temps, c'est à travers la Tunisie que viennent des zones subsahariennes des gens qui traversent et qui, naturellement, comme des malheureux, se jettent dans la première embarcation et se retrouvent en boat people débarquant sur les côtes italiennes. Nous devons, à l'échelle européenne, d'abord avoir un contrôle du rivage sud qui soit mieux structuré, mais en même temps passer des accords avec ces pays pour les aider à contenir aussi une immigration qui peut leur poser des difficultés eux-mêmes. Bien sûr. Alors, vous demandez à ce que les maires puissent suspendre les mariages blancs, contrôler l'effectivité des études, vérifier les conditions de ressources avant le regroupement familial. Ce sont des demandes précises. Est-ce que vous souhaitez, là c'est une question politique, je suis pris par le temps, c'est la raison pour laquelle je vous la pose directement, souhaitez-vous une coalition au gouvernement, majorité LR ? Je souhaite tout simplement qu'on dégage une majorité intelligente. Gouverner avec les LR, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, vous savez très bien que c'est ma famille d'origine, et que au fond de moi-même, je reste gaulliste, je reste RPR, je reste UMP, je reste LR versus Sarkozy ou Juppé. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est exactement de cet héritage dont il s'agit, mais en remettant un peu de sagesse dans tout ça, à un moment, on peut trouver une forme de coalition qui garantisse une majorité de réformes dont a besoin notre pays. On ne va pas rester dans la situation. Vous demandez au président de la République de réfléchir à cette coalition. Mais je crois que le président y réfléchit. Je demande aussi au LR d'y réfléchir, d'ailleurs. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, faire un petit bout de chemin l'un vers l'autre. Je suis de ceux qui considèrent, avec Horizon, Édouard Philippe et tous ceux qui nous entourent, qui pour beaucoup viennent ou des LR ou du centre droit, de considérer, et nous le considérons, que ce qui est notre ancienne famille a vocation à un moment à ce que nous travaillions ensemble dans l'intérêt commun et l'intérêt général de notre pays, là où nous ne sommes plus en mesure de réformer. Mais sur le sujet de l'immigration, c'est vrai que le temps compte, mais je voudrais quand même aborder du lien entre le problème de l'immigration clandestine et la sécurité. J'ai une minute. Regardez par exemple le trafic de drogue, qui dans toutes les grandes métropoles de France est devenu un sujet extrêmement prégnant en matière de violence. C'est monté en puissance ces 2 dernières années de manière considérable. Donc, le lien délinquance-criminalité. Il se trouve par exemple dans ce domaine que les grands caïds, par exemple sur les 2 derniers mois, tous ceux qui ont été interpellés dans certains points de deal que je connais, pour 60% étaient des étrangers en situation clandestine, donc 40% des mineurs en situation clandestine. C'est-à-dire à l'abri de tout pour les caïds qui, eux, sont à l'abri et à l'écart. Voilà pourquoi je souhaite qu'il y ait une véritable réflexion d'engager sur ce sujet, notamment de taper le consommateur, qui, quelque part, est celui qui fait vivre la filière. Si on veut arriver à avoir une forme d'efficacité pour tuer des filières clandestines qui aujourd'hui contribuent à cette forme d'insécurité, c'est aussi un sujet qu'il ne faut pas éviter et où il faut avoir, avec la lucidité nécessaire, le courage d'avancer. Donc dire les choses. Il faut dire les choses. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir. Il est 12h28. André Berkoff.